Les techniques de recrutement vont-elles radicalement changer d'ici 10 ou 20 ans? C'est notre débat avec Isabelle Rouan, bonjour. Bonjour Thomas. Présidente de Colibri, cabinet de recrutement spécialisé dans la transformation digitale. Vu publier Les métiers du futur, c'est aux éditions First. Et Caroline Renoux, bonjour. Bonjour Thomas. La fondatrice de Birdeo, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers à impact positif. Et vous publiez également Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable. C'est chez VA Presse. Alors, ma première question est assez traditionnelle dans cette émission. On se projette en 2040, on imagine, évidemment on fait des paris, donc on imagine un recruteur, un DRH en 2040, Caroline Renoux. Est-ce qu'il est un peu perturbé ou est-ce que finalement les fondamentaux sont les mêmes ? Alors, perturbé, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de diversité dans les candidats, je pense, puisque l'inclusion, c'est quand même un sujet qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer que dans 20 ans, on aura quand même réussi à faire quelque chose. Et puis, alors ça, il commence déjà, le DRH, mais il passera autant un entretien que ses candidats en face pour vendre sa boîte et les jobs. Parce qu'il y a une inversion de logique, en quelque sorte, Isabelle? Quelque part, oui, le DRH du futur devient un agent de talent. Il faut savoir détecter les talents. Les profils sont de plus en plus divers. On manque aussi de profils technologiques. Donc, il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer à ce niveau-là. Alors, c'est drôle, parce que moi, dans mes titres, dans la présentation, j'ai employé intelligence artificielle, et vous en parlez pas, Isabelle, pourquoi ? Alors, on peut en parler, mais je pense que l'intelligence artificielle dans le recrutement sera simplement un accélérateur de la rencontre. Oui. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle permet de trier et filtrer certaines candidatures. Elle permet aussi, avec un algorithme comme La Bonne Boîte, qui a été développé avec Pôle emploi sur la base de données URSSAF, d'orienter, quand on est candidat, ces candidatures spontanées. Puisqu'en fait, quelque part, un recrutement, c'est d'abord une rencontre et c'est aussi une façon d'adresser les soft skills et de comprendre les compétences de savoir-être du candidat. Et ça ne peut pas se faire uniquement par un algorithme, même s'il y a aussi des solutions qui existent. Caroline Renoux, sur le rôle, on aura une chronique tout à l'heure sur un robot qui fait le travail de recruteur, oui. Donc ça sera intéressant de voir comment ça se passe en Suède, mais sur le principe général, qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement? Je dirais c'est comme Isabelle, c'est quelque chose qui peut accélérer la rencontre. Oui. C'est un outil, comme tous les outils, il faut qu'il se perfectionne. Par exemple, Amazon, il y a 2 ou 3 ans, je crois, a arrêté parce que justement ce robot d'intelligence artificielle ne proposait que des hommes. Donc l'idée, c'est quand même... Je ne sais pas si celui qui avait créé le logiciel était un homme, mais il y avait un biais, quoi, de toute façon. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, ils apprennent tout seuls, donc ça reste des outils, mais il faut toujours l'humain derrière pour être sûr que les outils soient au service de la bonne cause. La crise sanitaire, elle a bouleversé évidemment nos habitudes, mais aussi les habitudes en matière de recrutement, notamment avec le recrutement à distance, peut-être dans vos métiers respectifs. Tiens, déjà, votre expérience personnelle, comment ça se passe depuis 1 an et demi, Caroline Renoux, pour commencer? Alors, effectivement, du jour au lendemain, on a fait énormément de recrutement en visio, nos clients aussi. Ça a permis à la fois d'accélérer énormément de choses. Après, je me rends compte que il y a aussi des petits biais. C'est-à-dire que le Zoom, c'est bien, mais quand il y a certaines choses qui passent pas non plus. Et je pense que là, à la fois, les rencontres physiques vont continuer. Néanmoins, je suis convaincue aussi qu'on continuera les entretiens en téléprésence, oui. Mais probablement qu'on essaiera d'améliorer les outils pour qu'il y ait une expérience un peu plus... C'est quoi les biais dont vous parlez ? C'est difficile à dire, c'est non seulement il faut être pro dans son entretien, mais en plus il faut savoir bien se cadrer, et puis on voit juste une partie, c'est difficile d'avoir les petites conversations qu'il y a quand on est entre la salle d'attente et puis la salle d'entretien. Ouais. C'est-à-dire que l'informel joue aussi un rôle, c'est ça, si je comprends bien? Bien sûr, comme le disait Isabelle, ça reste de l'humain. Isabelle Rouan, je lisais en préparant l'émission que 50% des recrutements ont été réalisés à distance aux États-Unis depuis le début de la crise Covid.
c'est quand même une mutation assez majeure, ça. Je ne sais pas ce qu'il en restera dans la durée, mais c'est une mutation assez majeure. C'est une vraie mutation assez majeure, et c'est vrai que moi, ce que je vois aujourd'hui au cabinet, c'est plutôt des modes de recrutement hybrides. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 1 ou 2 sur une boucle d'entretien, 1 ou 2 entretiens qui va se faire en présentiel, le reste en distanciel. Et puis, ça nous rend aussi créatifs, parce que, comme le dit Caroline, le recrutement, c'est aussi une rencontre. Moi, j'ai eu le cas comme ça d'une candidate qui est allée se promener au Père-Lachaise, en extérieur, avec le client, pour pouvoir discuter sans masque, à distance, dans un cadre ouvert. Et c'est vrai que ça m'a fait sourire au début, et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de rencontre, et c'est ça qui est important. Mais qu'est-ce qui manque? Bon, évidemment, il nous manque le fait, moi c'est comme quand j'ai un invité en visioconférence, bon, c'est pas exactement la même interview, mais là, dans les critères qui peuvent amener à trouver un talent, qu'est-ce qui manque? Il va manquer effectivement le contact humain, le savoir-être, il va manquer c'est plus difficile de montrer du leadership à travers un écran. Il y a des gens qui y arrivent très bien. J'ai une candidate comme ça qui a fait un très bon entretien de recrutement pour un poste de vendeuse. Elle s'était mise debout et elle a vraiment harangué son public. Et quand j'ai débriefé avec elle, elle m'a dit, mais en plus j'ai mis des super chaussures, alors qu'elle ne se voyait pas à l'écran. Donc il y a aussi des façons de twister le truc. Mais ça, c'est difficile à faire passer. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Et c'est ça qui manque, cet informel et ce leadership. Alors, autre chiffre, selon les Échos, 95% des visiteurs des sites carrières des entreprises les quittent sans candidater. Isabelle Rouin, alors là, je vous pose la question à vous, parce que ça suppose que les boîtes, elles reconfigurent leur site, les pages carrières, c'est encore un peu vieillot. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur LinkedIn et que sur les autres sites, que ce soit les pages carrières d'une entreprise, les candidatures directes sur les autres sites, il y a quand même beaucoup moins de volume. Néanmoins, quand on candidate en un seul clic sur un réseau, c'est des candidatures qui sont très peu engageantes et avec des candidats qui sont très peu engagés. D'où l'intérêt d'avoir une chasse par approche directe. Donc, en fait, quand on laisse en un clic son profil, dans 50 à 70% des cas, on a des profils qui sont hors sujet par rapport au brief et par rapport au poste. Caroline Renoux, c'est quand une entreprise affiche, par exemple, des résultats, une politique RSE et des résultats, surtout RSE probants, est-ce que ça change la donne? Est-ce que ce chiffre-là de 95%, il ne serait pas forcément le même? C'est sûr qu'aujourd'hui, pour les candidats, ça reste un sujet majeur et de plus en plus, et ça fait partie de la marque employeur, la politique RSE de l'entreprise. Après, il ne suffit pas de l'afficher. Il faut aussi être capable de démontrer derrière. Il faut des preuves. Et puis surtout avoir beaucoup d'authenticité, parce qu'une entreprise qui fait tout parfaitement, c'est impossible. Donc, autant être authentique, dire ce qu'on fait bien et puis dire aussi ce qu'on pourrait améliorer. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour les candidats aussi. Alors, si je reviens à la question du début, vous dites que finalement, c'est peut-être simplement le levier de pouvoir ou la balance des pouvoirs qui va s'inverser entre candidats et recruteurs. Est-ce que vous avez d'autres innovations, d'autres évolutions en tête? Ou alors, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez changer justement à ce processus, Caroline Renoux? Alors, si j'avais une baguette magique pour changer les choses, franchement, moi, c'est dès le départ, je ferai en sorte qu'il y ait plus d'inclusivité. Parce qu'aujourd'hui, alors, on parle beaucoup des algorithmes, de l'intelligence artificielle, mais ce qui fonctionne aussi énormément, c'est le réseau. Et le réseau, à un moment donné, si on n'a pas eu cette chance d'être au bon endroit au départ, c'est de plus en plus difficile d'être dans les bons réseaux. Mais oui, mais ça, c'est votre job de casser un peu la mécanique traditionnelle du recrutement, Isabelle Rouin. Oui, c'est notre job, en fait, d'aller chercher les candidats là où on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller les chercher. C'est notre job d'aller mettre de la diversité dans les shortlists, que ce soit en termes de genre, de génération, d'origine sociale et culturelle, de handicap ou d'orientation sexuelle. C'est notre job d'aller faire tout ça. Après, le sujet, c'est qu'effectivement, il ne faut pas être biaisé pour ça. Il faut essayer de lutter contre ses propres biais cognitifs. Moi, je participe à un projet qui est mené par Harvard, qui s'appelle le projet Implicite, qui fait des tests sur les biais cognitifs à très grande échelle dans le monde. Et je m'astreins à faire un test tous les 15 jours sur mes propres biais, juste pour reprendre conscience de mes biais. C'est une façon, en tout cas, je trouve que c'est une façon de faire, d'adresser ça régulièrement, parce que nous, en plus, on est en début de processus de recrutement, nous, les chasseurs de tête. Donc, si nous, on est biaisé alors qu'on est là pour élargir le jeu, c'est très compliqué. Vous êtes sur la même ligne?
C'est-à-dire qu'il faut d'abord être conscient de ses propres biais pour élargir le spectre des candidats qu'on va recruter? Ah bah oui, c'est évident. C'est qu'à la fois, il faut qu'on soit conscient de nos propres biais, mais il faut aussi qu'on forme, qu'on éduque nos clients aussi. Mais voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est les biais de vos clients Mais aussi, bien sûr, c'est ce qu'ils cherchent eux. C'est même principalement parce que la plupart du temps, ils s'en rendent pas compte. Ils sont très souvent de bonne volonté et ils n'ont pas envie de faire comme ça de biais. Mais alors, c'est quoi les bons arguments? C'est l'efficacité, c'est si on a plus de diversité, un board plus paritaire, l'entreprise va y gagner, va être plus efficace? Ça, je pense qu'ils le savent. Oui. Ils le savent. Après, c'est quand ils sont, eux, face à prendre la responsabilité, bah, c'est plus difficile. C'est toujours plus facile de recruter quelqu'un qui nous ressemble. On va revenir sur l'intelligence artificielle avec la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. J'amorce parce qu'on s'appuiera et vous pourrez réagir après à sa chronique sur ce robot recruteur suédois. Mais quand même, quelques questions là-dessus. Est-ce que l'intelligence artificielle, justement, peut réduire le biais ou le risque d'erreur? Parce que là, on a une machine. Vous nous avez dit qu'il y a eu des biais utilisés et on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des biais. Mais quand même, c'est une machine. C'est une machine et effectivement, tout dépend de quel type d'intelligence artificielle on utilise. Est-ce qu'on est sur du deep learning avec des notions pas du tout explicables ou si on part sur une intelligence artificielle peut-être moins précise avec des marges d'erreur, mais où on sait quel driver et quel critère est utilisé pour sélectionner un candidat. Moi, un exemple que j'aime bien citer, c'est celui d'une start-up qui s'appelle Goshaba. Qui fait en fait du recrutement sur les soft skills sur la base de la gamification. C'est-à-dire qu'il considère qu'un CV est biaisé à plus de 80%, particulièrement sur les compétences de savoir-être. Et du coup, dans le processus de recrutement, les entreprises utilisent cette méthodologie-là pour faire jouer en fait le candidat en ligne, ce qui permet d'adresser s'il a ou non ces compétences de savoir-être-là. Et de façon à ce que ce ne soit pas biaisé, les compétences de savoir-être et les pondérations, elles ne sont pas juste décidées par la start-up, elles sont décidées job par job et entreprise par entreprise en fonction de comment on veut régler le curseur sur leadership, agilité. Donc ça, c'est un exemple. Mais effectivement, il faut être extrêmement vigilant parce que l'intelligence artificielle peut amener aussi à déployer des biais à très, très grande échelle, comme l'exemple que citait Caroline pour Amazon. Il y en a plein d'autres. Oui, alors un autre exemple, c'est le groupe de prêt-à-porter Beau Manoir. Alors, c'est les marques Cache-Cache, Morgane, Bonobo, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres qui utilisent un chabot pour faire le premier tri de recrutement des vendeurs en magasin, Caroline Renaud. C'est comment vous appréciez, comment vous recevez une telle initiative? Est-ce que, je vais essayer de faire attention aux termes que j'emploie, mais est-ce que pour des métiers peut-être à moindre valeur ajoutée, je mets plein de guillemets autour de cette expression, mais c'est plus facile d'utiliser justement un premier filtre de robots en fait? Ah bah, je pense que oui, parce que si c'est bien paramétré, à nouveau, ça permet vraiment d'avoir davantage de diversité. Et puis ça évite aussi l'entre-soi et le fait d'aller chercher des gens qu'on connaît déjà. Mais ça fait surtout gagner du temps aux patrons de magasins, aux responsables de magasins qui vont avoir une liste de peut-être 5 ou 6 candidats plutôt que de devoir en éplucher 50. Bah, c'est les deux. C'est-à-dire que plutôt que de se contenter d'aller demander à son voisin s'il connaît quelqu'un qui, là, on ouvre à tout le monde et ça permet aussi de gagner du temps. Alors, on va, comme promis, parler de ce robot suédois tout de suite avec Olivia Hieré-Dobré.